Au Bénin aujourd'hui, vous pouvez être un investisseur, un opérateur économique étranger, en transit au Bénin de quelques heures et vous avez votre entreprise créée avant de reprendre votre prochain avion. Les étapes sont très simples, c'est une et une seule procédure. Allez à la direction générale du GUF, déposez votre capital social librement fixé par vous-même, parce qu'il vous souvienne que depuis février 2014, l'obligation de constituer 1 million de capital est suspendue. Le recours obligatoire au notaire pour la rédaction et l'authentification des statuts aussi est rendu facultatif. Et justement, au niveau du GUF, vous pouvez déposer le capital que vous souhaitez avoir pour votre future entreprise, déposer votre acte de naissance, une seule photo et payer 17 000 francs CFA. Le GUF fera enregistrer vos statuts, accomplir les formalités relatives à la création de votre entreprise et vous donnera à la fin 1 heure chrono après votre registre du commerce, votre identifiant fiscal unique, l'attestation IFU. Vous aurez la publication de votre entreprise sur le site internet du GUF, www.gufbenin.org. On vous tirera aussi une copie physique pour vous montrer que ça a été publié. Vous aurez la déclaration à la CNSS, une déclaration à la Direction générale du travail, la déclaration à la Direction générale des impôts et ensuite votre carte d'importateur. Alors c'est dit aujourd'hui qu'en une seule procédure, à 17 000 francs et en 1 heure chrono, vous créez votre société à responsabilité limitée, votre société anonyme ou votre SAS au niveau du Bénin et tout ça en 1 heure. La 10e cérémonie de remise de label qualité aux acteurs portuaires a eu lieu ce mercredi au siège du groupement interpatronal du Cameroun. Une cérémonie présidée par le représentant du ministre du Commerce du Cameroun. Traditionnellement limitée aux commissionnaires agréés en douane, cette cérémonie de remise de label qualité s'étendra progressivement à tous les acteurs de la chaîne logistique, afin d'assurer l'évolution de chacun d'entre eux et de les exhorter à améliorer sans cesse la qualité de service rendu aux usagers. La cérémonie d'aujourd'hui pour le comité FAL est une manière de récompenser ceux qui se sont distingués effectivement dans ces domaines de célérité et de respect de l'éthique et de rapidité dans leurs activités. Plus d'une trentaine de récipiendaires ont reçu les certificats. Ces 3 labels décernés à nous autres aujourd'hui sont le couronnement d'un engagement envers les institutions douanières, envers les partenaires au niveau du port de Douala. Le comité a pour mission d'assurer le suivi, la coordination et la mise en œuvre des mesures destinées à faciliter et à accélérer le trafic maritime international. À ce titre, il est notamment chargé de mener ou faire mener des études relatives à la facilitation du transport maritime international, de proposer au gouvernement un programme national de simplification et de réduction des procédures, des formalités et des documents requis pour l'entrée, le séjour au port et la sortie des navires effectuant des voyages internationaux, de faire des recommandations aux administrations, aux organismes publics et aux organismes professionnels privés intervenant dans le trafic maritime international sur les pratiques et les méthodes appropriées en vue de faciliter les opérations d'importation, d'exportation et de transit. L'expansion du canal de Suez représente l'un des projets phares du président Abdel Fattah al-Sisi, dont les promesses électorales se concentraient sur une relance de l'économie et le rétablissement de la sécurité. Longue de 72 km, la nouvelle voie va permettre de doubler la capacité du trafic sur cette artère fondamentale reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée. D'ici 2023, quelques 97 navires pourront emprunter le canal quotidiennement, contre 49 actuellement, selon l'autorité du canal de Suez. La nouvelle artère va permettre une circulation dans les 2 sens, réduisant de 18 à 11 heures le temps d'attente des bateaux. Construit il y a 146 ans, le canal de Suez est l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde et un point clé du commerce mondial. La nouvelle artère doit faire passer les revenus du canal de 5,3 milliards de dollars attendus en 2015 à 13,2 milliards de dollars en 2023. Les autorités souhaitent également développer la zone qui borde le canal pour en faire une plateforme industrielle et commerciale avec notamment plusieurs ports et un centre de service pour les flottes commerciales traversant le canal. Un projet qui devrait permettre la création de plus d'1 million d'emplois au cours des 15 prochaines années. Depuis 4 ans, la Ligue de football professionnel du Cameroun n'arrive pas à trouver de sponsors pour ses compétitions.
Elle a décidé de repasser à l'offensive vers les annonceurs avec comme principal argument les incitations fiscales. L'organisme vient de tenir 2 séminaires à Yaoundé et à Douala pour expliquer aux entreprises les avantages fiscaux dont elles bénéficieront si elles sponsorisent le football professionnel. L'intention avouée est d'inciter ces annonceurs à participer au financement du football professionnel du Cameroun qui a besoin de 15 milliards de francs CFA chaque année pour mieux fonctionner. La loi des finances de 2013 en effet a accru les avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises qui financeront le football d'élite. L'article 7 a accordé un certain nombre de mesures qui permettent aux entreprises privées d'investir dans le football et tout en rendant cet investissement déductible au titre des charges, notamment les frais généraux dans le cas des dons et pourboires. Donc c'est déjà une avancée. Ça veut dire que si vous accompagnez une ligue professionnelle, vous accompagnez l'équipe nationale, eh bien, tout ce que vous aurez mis comme argent, cet argent sera déductible au titre du paiement des impôts. Malgré ces mesures incitatives, les sponsors répondent toujours aux abonnés absents. Dans son analyse de situation, la Ligue professionnelle de football camerounaise a certainement déduit que les entreprises camerounaises n'ont pas bien appréhendé les avantages fiscaux, d'où l'organisation de ces séminaires. Tout simplement que les opérateurs économiques, vous les journalistes et tous ceux qui ont été là, ont compris pourquoi la Ligue veut de l'argent et ont compris que l'État a quand même prévu un certain nombre de choses qui permettent que cet argent soit récolté de la part des opérateurs économiques. Généralement, pour développer leur image, les entreprises étudient les possibilités qui s'offrent à elles et retiennent les plus porteuses. Si l'absence d'incitation fiscale justifiait leur désintérêt pour le sponsor de football, comment comprendre qu'il y a un gros sponsor pour nos championnats d'élite avant la loi des finances de 2013? L'opération de 15 milliards de francs CFA est donc bien engagée par la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Et ce n'est pas l'ignorance des avantages fiscaux par les entreprises du Cameroun qui est en cause. Ce n'est pas entièrement à cause des insuffisances et du mauvais état des infrastructures non plus, puisque ces annonceurs sponsorisent des championnats de vacances qui se jouent sur des aires en piteux état. D'autre part, pour tirer avantage des abattements fiscaux, les entreprises doivent être exigeantes à l'égard de leurs partenaires. Malheureusement, nos clubs, la Fédération camerounaise de football du Cameroun et la Ligue professionnelle de football sont allergiques aux procédures, au bilan et au contrôle. La mère des institutions en charge de la sécurité sociale au Gabon affiche depuis quelques années une bonne santé financière du fait d'un certain nombre de réformes initiées par la direction générale pour éviter le chaos que prophétisait à juste titre l'étude actuarielle de 2013 initiée par l'équipe de Désiré Lasségué. Ce rapport prévoyait le crash de l'institution cinquantenaire dès 2028 avec un résultat négatif global consolidé de l'ensemble des 3 branches gérées par la CNSS. Et si rien n'était fait en 2036, les réserves de la caisse seraient épuisées. Le programme CNSS New Age, lancé en 2013 et axé autour du triptyque justice et politique sociale, refonte du système d'information et gouvernance de la CNSS, est venu corriger le tir et sauver la vie des quelques 175 000 affiliés. Normalement, si nous nous référions aux dispositions de la loi, on ne devrait pas verser de pension depuis 2006. Il faut absolument et rapidement, à échéance, mettre en place un nouveau système qui nous permet de diversifier nos sources de revenus pour ne pas nous casser la gueule. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous visitons ce site aujourd'hui, parce que nous devons ouvrir d'autres pistes de recettes qui nous garantissent la pérennité de notre fonctionnement. Cette année, le bilan est donc plus que satisfaisant, soutient le président du conseil d'administration. Plus de 9 milliards de bénéfices nets et des réserves de trésorerie se chiffrant à plus de 38 milliards de francs CFA. Qu'a-t-on fait? Où en est-on? Où va-t-on? Pour répondre à ce questionnement, le conseil d'administration, au terme de ses assises de Bikele au nord de Libreville, s'est rendu à Okolassi. Dans cette bourgade de la commune de Ntoum, située à 35 km de Libreville, s'étend le projet d'agglomération urbaine qu'entend mener la CNSS. La visite guidée de l'espace aménagé démarre par cette conférence pour expliquer les enjeux de ce projet avant de visiter les 4 villas témoins et cette école en construction. Le projet prévoit à terme la construction de 1500 maisons ainsi que des équipements collectifs sur une superficie de 172 hectares. Les travailleurs du secteur privé mettent de l'argent chaque mois à la CNSS. Donc la CNSS est une banque, mais une banque sociale qui ne vous rétribue, qui ne vous remet votre argent que lorsque vous partez à la retraite. Donc nous nous sommes dit,
Donnons à tous ces travailleurs la possibilité d'acheter une maison en 10, 15, voire 20 ans. La fin de la première et le démarrage de la deuxième phase du projet sont prévus pour le premier semestre de l'année 2016. Les indicateurs des banques grecques qui ont encore affiché des pertes étaient au rouge mardi. Ce système bancaire qui constitue désormais un talon d'Achille de l'économie du pays s'accroche à l'espoir d'un salut qui pourrait venir du renflouement de la Grèce en cours de négociation avec les créanciers. Ces négociations ont donné lieu mardi à un nouvel entretien entre les chefs de mission des créanciers, c'est-à-dire l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, et le ministre grec des Finances Euclide Sakalotos, qui s'est dit confiant en la finalisation d'un nouveau prêt sur 3 ans à la Grèce d'ici le 20 août prochain. Très affaibli après des retraits de plus de 40 milliards d'euros depuis décembre dernier, les banques sont dans l'attente d'une récapitalisation qui était au cœur des discussions de mardi. Après la chute spectaculaire de l'indice lundi à la réouverture de la bourse, les sociétés cotées à Athènes ont plutôt bien résisté mardi. L'indice général ATES n'a cédé que 1,22% sur la séance, après un repli de 16,23%, la plus forte chute de son histoire, la veille en clôture. L'ATES a surtout été tiré vers le bas par les banques, l'indice du secteur ayant perdu presque 30%, comme la veille. Ici, l'eau est translucide et le soleil de plomb. À Kirk, l'une des 1000 îles que compte la Croatie, les étrangers viennent de très loin pour profiter d'un climat idéal et d'une nature encore préservée. Un paysage idyllique menacé par des projets de forage lancés au large de la côte. Nedjelko, 75 ans, a passé sa vie entière ici. Il est inquiet pour l'équilibre de sa région. À vrai dire, ce projet est mauvais pour tout le monde. Tout sera en danger, la pêche et le tourisme principalement, et nous vivons tous de cela ici. Le gaz est puisé au large depuis les années 70 à l'époque yougoslave, mais le gouvernement cherche aujourd'hui à intensifier l'extraction. 10 zones ont été définies où les forages pourraient avoir lieu dès la fin de l'année. Les associations de défense de la nature condamnent un projet jugé catastrophique pour l'écosystème et des méthodes arbitraires de la part des autorités. Ils essaient de donner des concessions sans avoir demandé à personne dans les localités. Il n'y a eu aucun processus de consultation avec les administrations locales des territoires. Ils n'ont demandé ni aux municipalités ni aux villes. Donc la façon dont ils procèdent, on peut vraiment parler de viol de la démocratie. C'est un désastre pour la démocratie. Après 6 ans de récession, le gouvernement espère que les forages pourront faire de la Croatie un hub pour l'énergie dans les Balkans. L'objectif est aussi de réduire la dépendance auprès de la Russie.